Bonsoir, bonsoir et bienvenue à votre émission Seneweb Eco, l'émission économique que Seneweb TV vous propose tous les dimanches soirs à partir de 20h. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir M. Alassane Gueye. Monsieur Gueye, bonsoir et bienvenue à Seneweb. Bonsoir Monsieur Gueye, c'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui dans votre plateau pour échanger avec les Sénégalais sur un thème éminemment important comme l'industrie. Et c'est un plaisir d'autant plus que Seneweb, c'est une marque purement sénégalaise. Je me rappelle que quand j'étais étudiant au Canada, la première chose que j'ouvrais pour avoir des nouvelles du pays, c'est Seneweb, pour dire que la diaspora vraiment est très connectée par le pays via Seneweb. Donc c'est un double plaisir pour moi d'être là, donc de parler avec vous d'un sujet de l'industrie et de le faire sous votre label. Merci Monsieur Gueye. Nous allons, comme nous avons l'habitude de le faire, vous présenter notre invité, Monsieur Alassane Gueye. Vous êtes titulaire de MBA, Master of Business Administration de l'Université Laval au Canada, option finance et assurance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience à l'Université Laval au Canada? C'est une expérience assez atypique parce que j'étais pas voué à cela. Moi je voulais être physicien et parce que comme j'avais de bonnes notes en physique chimie à Seydou Nourou Tall, c'est à Seydou Nourou Tall que j'ai fait le bac, terminal D, tableau d'honneur et en physique et en mathématiques, et on m'a affecté effectivement en physique chimie à l'université de Dakar, donc c'était en 92. Et pour moi il fallait suivre l'orientation des professeurs, et contre l'avis de mes parents je suis allé à l'université de Dakar. C'est là-bas que j'ai commencé donc pour faire la physique chimie, mais malheureusement en 94 il y a eu l'année invalide, donc c'est là que j'ai été convaincu qu'il fallait que j'arrête cette expérience de physique chimie pour aller donc évoluer dans un autre monde, parce que mon grand frère y était. Au Canada. Ouais, mes grands frères y étaient, donc je pense que mon père en 15 jours on a fait tous mes papiers. J'arrivais même en retard, je me rappelle c'était en septembre 94, je suis arrivé 15 jours en retard. Toutes les formalités je l'ai fait avec mon père, c'est lui qui m'a amené partout. L'ambassade je suis parti avec mon grand frère parce que je ne m'étais pas préparé du tout. Et là je suis arrivé là-bas, j'ai fait d'abord le bachelor. Un bachelor en finance et comptabilité. Et quand je finissais mon bachelor, mon père voulait, donc comme il avait une compagnie d'assurance, nationale d'assurance à l'époque, Albert Sarraut. Donc mon père... Comment s'appelait la compagnie? Nationale d'assurance, la nationale d'assurance. En face de BCAO et Novotel. Donc mon père était l'actionnaire principal. Donc il m'a conseillé que je fasse donc des études en assurance parce qu'il n'y avait qu'une seule personne de la famille qui travaillait là-bas. Et donc là j'ai continué. C'est là que j'ai eu l'assurance actuariat précisément. Donc j'ai fait donc un major en actuariat et en finance. Donc à l'université là, j'ai fait 2 ans encore. Donc quand j'ai fini mon bachelor, c'est pour ça que j'ai fait 5 ans. Donc quand j'ai fini, je suis rentré. Malheureusement, la nationale d'assurance a fait faillite. Donc mon père m'a dit, écoute, la nationale a fait faillite. Et donc, je vais te trouver, mais avant que tu travailles avec moi, je veux que tu travailles avec le milieu des finances, parce que c'est ce que tu as appris. Comme mon père, il est actionnaire fondateur de Ecobank. Mon père m'a fait rendez-vous effectivement avec le DG de Ecobank à l'époque, mais il ne voulait pas de moi. Il a dit à mon père, ton fils, il a étudié avec les états financiers nord-américains, donc on appelle ça les GAP. C'est pas le Cisco, General Accounting Accepted Principle. Donc c'est avec les GAP que nous avons fait. Il dit non, je veux le mettre à un certain poste, mais il peut pas parce que il est de l'Amérique du Nord, alors qu'ici on est du Cisco. C'est comme ça que mon père a dit donc viens travailler avec moi. Donc je travaille avec mon père, et c'est là que l'aventure industrielle a commencé. Mais je n'étais pas voué du tout à cette... Vous avez travaillé avec lui dans quelle structure? Oui, j'ai travaillé avec mon père dans le gaz, Sahel Gaz.
Donc j'ai travaillé avec mon père dans le gaz pendant 3 ans. C'est avec lui que j'ai tout appris. J'étais pas un industriel, mais je suis devenu industriel en le pratiquant. En le pratiquant, donc j'étais le directeur général adjoint de l'usine. Et après ça, 3 ans, j'ai fait la même chose au Mali. On a créé une usine au Mali de zéro. Et au Burkina aussi, Sigaz Mali existe. Donc, dans 2 pays, j'ai créé des usines. À Mali aussi, j'ai créé une autre usine, Skumba Gaz, mais dans le gaz butane. Après, j'ai tout vendu pour sortir et être dans la logistique. Aujourd'hui, vous êtes le président de la Fédération nationale des industries du Sénégal, FINES. Et cette entité est affiliée à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, l'une des 2 plus grandes organisations patronales du Sénégal. Est-ce que vous nous parlez un peu de votre fédération et des liens qui existent entre votre fédération et la Confédération nationale des employeurs du Sénégal? Donc, moi, quand j'ai fini mes études, et quand j'ai commencé à travailler avec mon père, mon père m'a dit qu'il appelait Mansour Kama, Mansour Kama, qui est un père pour moi. Je ne le connaissais pas très bien, mais je le voyais. C'est le président de la Confédération nationale des employeurs. Mais quand j'étais jeune, je le voyais venir voir mon père, parce que les premiers bureaux de la CNES étaient dans les bureaux de mon père. Et Kama aussi, mon père m'a dit qu'il était le premier vice-président de la CNES aussi. Donc il m'a expliqué que c'est important que j'ai une expérience patronale. Parce que quand je suis venu, j'étais seulement concentré à l'usine. Et puis, j'avais la vie que l'usine. Ceux qui me connaissent à l'époque, parce que c'était en 99 que j'ai commencé à travailler avec mon père. J'avais 27 ans, j'étais très jeune. Mais à l'usine, j'arrivais à presque 6h30 du matin. Je ne quittais pas avant 20h. Donc, mon père a voulu que j'aie une activité patronale. C'est comme ça qu'il a appelé Kama un jour, pour lui dire que mon fils est venu du Canada, mais il n'a pas d'expérience dans la vie, mais je vais vous le confier. Donc, je l'ai éduqué, je l'ai instruit, mais je veux qu'il soit éveillé sur le monde des affaires. C'est comme ça que je suis rentré dans les mains de Kama jusqu'à sa disparition. Et je pense que mon père ne s'est jamais interféré. Même au Mali, Kama m'a trouvé là-bas, président Kama m'a retrouvé là-bas. C'était vraiment mon deuxième père. C'était mon deuxième père, c'est quelqu'un... J'ai difficile de parler de ce monsieur-là. Donc, Kama, quand mon père me l'a confié... Et vous avez après... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre fédération? Oui, c'est ça. Kama m'a mis comme administrateur à l'IPRES. J'étais très jeune. Administrateur à la Caisse de Sécurité sociale, j'étais très jeune, à la CPI, quand il fallait faire ce CPI-là. Le Conseil présidentiel de l'investissement. Nous l'avons créé. Nous l'avons créé avec la dame qui était là-bas, Aminata Niane. On l'a créé. Mais je me rappelle la commission dans laquelle j'étais avec Abdoul Mbaye, avec Latfala Alaïs. Et nous avons fait les barrières, on a étudié pour enlever les barrières administratives. Après ça, je suis parti au Mali. Quand je suis parti au Mali, il fallait que je laisse tout ça derrière moi. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur la fédération? C'est ça. Donc quand je suis rentré maintenant en 2018, là, je n'étais pas encore à la CNES. Et je suis venu, mais j'étais dans mes activités de logistique portuaire. Et le président Kama ne me lâchait pas. À chaque fois, il me dit, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Et un jour, je suis venu et là, il ne voulait même pas que quand il y a des réunions, que je sois absent. Même quand je suis absent, il voulait toujours qu'on me mette par Teams, tout ça là, pour que j'assiste. Et quand il y a eu le fonds Covid et de 200 milliards, il m'a choisi. Et quand il s'est agi aussi de trouver quelqu'un à l'ARCOP, en 2020, il a dit non, prenez Ala, pour que c'est comme ça que je suis devenu conseiller à l'ARCOP depuis 2020. Et là, quand il est parti, à sa disparition, je suis resté. C'est là que j'ai vraiment pris la décision de m'intéresser vraiment à la chose, parce que tous ses contemporains qui étaient avec lui étaient devenus des personnes âgées. Je veux parler de Pa Sanchez, de Fall qui est décédé, Tonton Ibouya. Et donc tous ces vieux-là, ils sont devenus très âgés. Et je me suis dit, il fallait que je sois présent.
Donc c'est là avec Mortala Khan, ancien exécutif que j'ai commencé à fréquenter vraiment les choses parce que je me suis senti responsable. Et là, j'ai commencé à fréquenter les industriels. Vraiment des grands industriels que le Sénégal, tous les produits que vous voyez que les Sénégalais consomment chaque jour dans leur consommation, c'est fait par des hommes, des industriels qui ont des valeurs et qui ne sont pas connus par les grands Sénégalais. Et c'est eux qui m'ont maintenant choisi. Pour être le président de la fédération, de par mon vécu, parce que j'ai des activités minières, de logistique minière, donc dans le manganèse, donc j'exploite. Il y a combien de membres dans votre fédération? Ils sont combien? On est à peu près 200 entreprises. 200 entreprises. Oui, 200 entreprises industrielles dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Donc, voilà. Et puis, je suis le président. Et là, on est en train de préparer une fusion avec les fédérations industrielles du CNP. Donc, le SPIS et l'UPIC. Donc, pour dire qu'on est dans une dynamique de nous regrouper, parce qu'on a à peu près les mêmes membres aussi des fois. Tu vas avoir un même membre industriel qui est aussi membre du SPIS ou bien de l'UPIC. Donc, finalement, c'est la même famille. Et ce qui importe, c'est de doter le Sénégal d'une industrie forte qui parle d'une même voix. Et voilà. Vous avez représenté la CNES, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à la Caisse de sécurité sociale et à l'IPRES. Quel est le job que vous faites là-bas en tant que représentant de la CNES? Ah oui, je me rappelle, président Kama, il m'avait confié aussi à Faisal Charara, parce que Faisal, il était PCA de l'IPRES à l'époque. Et Faisal me consultait beaucoup parce que comme j'ai fait l'actuariat, donc il n'y a rien qui m'impressionnait. Et quand je parlais, les vieux retraités m'écoutaient avec beaucoup d'attention parce que, écoutez, j'avais peut-être en 2001, j'avais 29 ans. Parce que je suis rentré à 27 ans. Donc ces vieux m'écoutaient avec beaucoup d'attention et Faisal m'écoutait. Et on a fait des choses extra. Et là, j'ai écrit beaucoup de notes quand j'étais, des notes techniques. Même Madame Sok m'écoutait énormément. Et j'allais aussi à l'OIT. Donc là, à l'IPRES, j'étais donc seulement administrateur. Et vieux Madia Diop. Je me rappelle quand avant que Faisal ne soit, c'était vieux Madia Diop qui était PCA. Ça de longtemps, les jeunes ne le connaissent pas. Après, Kama m'a mis aussi à la Caisse Sécurité. J'étais le 3e vice-président de la Caisse Sécurité sociale. Et là, on a fait de beaux travail. On a fait, parce que, vous savez, un administrateur, il faut qu'il donne des orientations. Il faut qu'il surveille. Et on avait un excellent DG, Yeri Diop, à la Caisse Sécurité sociale, qui était très animé par les nouvelles technologies. Et on voyait que la Caisse était en avance à l'IPRES en matière de technologie. Et comme on était de côté, on arrivait à challenger les deux. Vraiment, c'est la valeur ajoutée du patronat au niveau de ces organisations sociales. On a beaucoup joué. Je me rappelle de Donald Baron, qui n'est plus au Sénégal, mais qui a énormément apporté de sa lucidité. Et si ces organisations sont encore là, c'est parce que le secteur privé a joué son rôle dans la gouvernance. Vous avez également participé à l'élaboration de beaucoup de documents du gouvernement du Sénégal. Vous avez été membre de plusieurs groupes de travail, comme on l'a dit tout à l'heure, du Conseil présidentiel de l'investissement. Vous avez également été expert pour la mise en place de la stratégie de croissance accélérée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience au niveau de la croissance accélérée? C'était avec le grand frère, il est vivant, c'est Sogui Garisso. Vous savez, le Sénégal a eu ces personnes vraiment de grande vertu. Je me rappelle, Sogui Garisso, il va m'entendre. Un jour, je lui ai dit, c'était des stratégies de lutte contre la pauvreté. Un jour, DRSP. Ma direction là. Et d'ailleurs, le PSE a remplacé ces systèmes de DRSP et puis tous les SND. Mais avant, c'était ça, autant de Ouad. Un jour, je lui ai dit, grand frère, mais est-ce que tu crois à ces documents-là? Parce qu'effectivement, nous, on donnait nos inputs. Il m'a dit, écoutez, moi j'ai compris que si on ne fait pas ces documents, on ne peut pas nous prêter de l'argent. Et le Sénégal a eu le meilleur document de stratégie de lutte contre la pauvreté. Et c'était fait par Sogui Garisso, qui venait de la Banque centrale. Et qui était très écouté par Aminata Niane. Je vous dis très écouté par Madame Aminata Niane, la BIX. Et le document, il m'avait répondu en me disant que
il ne croit pas aux documents, mais il nous le faut. Parce que... Sogui Arisso avait dit ça. Ouais, il nous faut le document parce que FMI, Banque mondiale se base sur ces documents-là pour amener, mobiliser les bailleurs pour qu'on nous donne... C'est comme l'histoire du presse. Voilà, c'est Sogui Arisso qui l'avait fait. Et je pense que c'est de belles expériences. Et parce qu'il faut planifier l'économie. Et ce que je peux vous donner, en tout cas, et qui est resté jusqu'à maintenant, qu'on n'arrive pas à corriger, c'est que le planificateur, lui, il est rationaliste. Parce qu'on fait des documents sur 5 ans. Mais à chaque fois le Sénégal a eu de très bons planificateurs. Sogui Arisso en est un. L'autre qui est décédé, que vous m'en parlez tout à l'heure, qui est décédé là, qui était à la DGPP. Pierre Ndiaye. Il y a Mayacine Camara. Le Sénégal a eu des Bamba. L'actuel secrétaire général de le Sénégal a eu d'éminemment planificateurs. Ça, je vous le dis. Même les jeunes qui sont là, mes petits frères Souleymane Diallo et Pikam, ce sont de bons planificateurs, c'est leurs élèves. Mais le problème, c'est qu'entre la planification, ce que je retiens, c'est ce que nous planifions et ce qui est budgétisé qui est le problème. C'est-à-dire que là, on les a mis dans 2 ministères, c'est encore plus grave, parce que le planificateur, lui, il prévoit l'avenir, il regarde les contraintes de l'économie. Vous êtes de ceux qui pensent que le ministère doit encore être regroupé. Absolument. L'économie et les finances. Absolument. Les éclater n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner des exemples maintenant. À l'époque, nous, quand on participait dans ces documents-là, et ça n'a pas changé, la stratégie a toujours été la même. On identifie les contraintes de l'économie. Quels sont les goulots d'étranglement de l'économie? Ils ont des logiciels. Et à partir de ces goulots d'étranglement, ils disent quels sont les projets et programmes à mettre en place pour dégoulotter les problèmes dans l'économie. Et ils font les projets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça va au niveau de la budgétisation, mais celui qui fait le budget, lui, il regarde ce qu'il a comme recette. Il sort de la logique du planificateur et il coupe. Et je vous donne par exemple juste un exemple. Au Sénégal, on a ce qu'on appelle le plan triennal d'investissement. C'est fixé par le système national de planification. C'est la loi SND. Donc, on doit avoir une vision prospective sur 25 ans, avoir des PAP, des plans d'action prioritaires sur 5 ans, et avoir des plans triennaux d'investissement public sur 3 ans. Le plan actuel qui finit là, en 2025, donc c'était 2023, 24, 25. Ils l'ont réintitulé plan public d'investissement, le PIB. Ce plan, il y a un problème, parce qu'en 2025, ce qui est dit dans le plan, on devait investir 3444 milliards en investissement dans le budget. C'est ce qui est planifié par les planificateurs. Et le document, la loi dit que ce document doit être fait par le ministère du Plan. Actuellement, on me dit que non, c'est les gens du budget qui font ce document-là. Et quand il est venu, en la loi des finances rectificatives n'a budgété que 1900 milliards. Donc, la planification donne 3444, mais quand il est venu de faire la loi rectificative de budget, même la loi initiale, c'est dans les 1900 milliards. Et à l'exécution, au 30 juin 2025, mais on est à 580 milliards. Donc, vous voyez l'écart. Donc, il faut qu'on exécute ce qui est planifié. C'est la discipline. Et qu'on n'exécute pas quelque chose qui n'est pas planifié. Il ne faut pas exécuter quelque chose qui n'est planifié. Il faut que ce qui est planifié soit exécuté. Parce que ce qui est planifié est issu du rationnel. On va continuer pour terminer un peu sur la présentation. Vous avez également été président de la commission de l'axe 1 du PSE, transformation structurelle de l'économie et croissance. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de cette expérience? Ça fait 2 ans, 3 ans. Ça fait 3 ans. C'était en 2023. Ouais, 2023, donc on a présidé l'axe 1 avec ces planificateurs qui m'ont choisi. Bamba Ndiaye d'ailleurs, l'actuel secrétaire général du ministre de l'économie. Donc on a fait le même exercice. Et le problème, c'est que les mêmes contraintes restent, c'est ce qu'on a vu. C'est-à-dire les mêmes goulots d'étranglement de l'économie restent. Et ces contraintes, c'était
d'abord l'absence de décentralisation, c'est aussi la faiblesse de la main-d'œuvre, la cherté des facteurs de production, c'est aussi la gouvernance de l'économie, les projets de l'État qui ne sont pas productifs, c'est les mêmes contraintes qui restent. Et on sort après des réformes, on sort des projets, on propose des projets. Mais quand vous regardez les investissements qu'on prévoit et les investissements qu'on exécute, ça veut dire, c'est comme par exemple, le médecin vous fait, M. Ndiaye, un diagnostic, d'accord? Et le médecin voit qu'il faut que vous preniez ces médicaments-là. Il vous donne 5 boîtes de médicaments. Vous allez les acheter à la pharmacie, mais sauf que ces médicaments-là, vous ne les avez pas exécutés comme tels. Vous comprenez? Tant que le médicament n'est pas complètement pris, on ne pourra pas régler le problème. Et pas suivre le traitement. Non, les médicaments, c'est le plan qui donne le médicament. Mais c'est le budget qui fait que le médicament soit administré. Mais donc, dès lors, peut-être mon exemple n'est pas très bon, ce que je veux dire, c'est que le pharmacien, c'est le plan, il demande d'acheter 5 médicaments, mais vous en avez acheté que 2. Mais si vous n'avez acheté que 2, mais vous n'allez jamais guérir. Et il faut qu'on arrive à ce que le plan ne sera pas efficace. Pas du tout, parce que vous n'avez pas acheté tous les médicaments. Et c'est ça la différence entre le plan et, je vous donne juste un exemple. Quand nous, on exécutait pour faire le PAP 3, mais le plan avait fait un budget de 600 millions. Mais le budget a tout coupé pour dire que je peux donner que 250 millions. Donc vous voyez, parce qu'il devait faire les régions, territorialiser les choses, parce que c'était un goulot d'étranglement. Donc comme vous voyez, donc ce que le plan planifie, le budget ne le fait pas. Et c'est ça qu'il faut, il faut absolument réunir ces deux ministères pour que ce qui est planifié soit exécuté. Effectivement. Et ce qui est exécuté relève du plan. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'aura pas la discipline budgétaire. Ok, maintenant on va essayer de terminer pour la présentation. On a parlé de beaucoup de choses dans cette présentation. Vous êtes également dirigeant d'entreprise. Aujourd'hui, vous êtes PDG de Gage, une société d'ingénierie et de construction dans les matériaux locaux innovants. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette entreprise? Voilà. Donc, Gage appartient du groupe AIG. Le groupe AIG, c'est un groupe logistique. Donc, Gage fait ce qu'on appelle un mine operation, c'est-à-dire, donc, on prend un minier. Nous, on lui fait l'exploitation. Donc, on a donc des équipements pour faire l'extraction des minerais. C'est pas facile parce que c'est un minerai qui est un peu compliqué parce que le manganèse, il est dans du sable. Et il ne faut pas qu'il parte avec du sable. Donc, à peu près pour chaque camion de manganèse, donc chaque tonne de manganèse extrait, vous devez extraire 2 à 5 tonnes de sable. Donc c'est assez compliqué. Et lorsque on sort le manganèse avec du sable, il faut le tamiser. Il faut aussi le cribler. Et il faut aussi le nettoyer, il faut le laver des fois avant, parce que le manganèse, ça va non seulement dans les hauts fourneaux des aciéries, mais aussi dans les batteries des voitures électriques. Les batteries des voitures électriques, il y a du manganèse dedans. Donc c'est à peu près ça que nous faisons avec Gage, mais on a d'autres sociétés qui ne sont pas dans ce secteur. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que je suis le président des industries du Sénégal. Effectivement, on a fait un tour d'horizon de votre profil. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal peut se développer sans une industrie forte? La réponse est oui et non. L'industrie forte est le pilier de la croissance économique. Elle aide à avoir une forte, renforcer la compétitivité. Pour un peu parler de ce secteur industriel, on va un peu faire de l'histoire. On a connu une industrie sénégalaise florissante il y a quelques années. Aujourd'hui, l'industrie est en grande difficulté. Qu'est-ce qui explique cette différence? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette industrie florissante il y a quelques années connaisse une situation aussi difficile en ce moment? C'est une grosse question. Vous savez, moi j'ai appris à revisiter l'industrie depuis que j'ai été élu président. Et le Sénégal a un passé industriel glorieux. Glorieux, c'est vraiment le mot. Parce que ce que j'ai découvert dans tous les domaines, dans tous les domaines, le Sénégal avait des industries manufacturières solides. Je prends d'abord donc tout ce qui est agroalimentaire.
Donc nous avions les huileries dakaroises, nous avions eu les scieurs, nous avons eu aussi une industrie, comment il s'appelle encore, d'emballage. Carnot Metal Box, etc. Donc, on a eu compagnie sucrière qui date quand même de plus de 50 ans. Donc, cette industrie agroalimentaire, Socas, 1965. Mon père est actionnaire à la Socas. Donc, dirigé par Donald Baron. Donc, cette industrie agroalimentaire, aujourd'hui, nous valide ça. Beaucoup de gens parlent d'une dépendance alimentaire, mais je peux vous assurer que 75% de nos besoins alimentaires sont fabriqués par notre industrie agroalimentaire. Ça, c'est donné BCAO. Quand vous prenez ce qui est produit plus ce qui est importé, ben, la part de ce qui est produit par rapport à ce qui est, c'est 75%. Donc là-dessus, c'est vraiment la plus grande satisfaction. Et malgré les difficultés, même vous avez vu des commerçants sénégalais comme Sénico, qui sont devenus de grands industriels dans l'agroalimentaire. L'autre chose, c'est l'habillement. L'industrie de l'habillement sénégalais, il y avait du génie. Parce que l'industrie était en milieu de banlieue. Quand vous voyez Icotaf, Sotiba. Donc, ça, c'est le président Senghor, c'était son génie. C'est-à-dire, il avait réussi à implanter ces industries à haute intensité de main-d'œuvre au niveau donc, de ces banlieues-là. Et puis, c'était des industries qui étaient performantes à l'export. Je vous donne par exemple Socefil. Je vous donne aussi la CIF. La CIF faisait des vêtements pour l'armée américaine. Les bottes des ça signifie sociétés industrielles de vêtements. Donc, étaient à Castor. Par contre, vous voyez donc Icotaf, Sotiba étaient de l'autre côté. Vous avez aussi Sotesca à Kaolack. Et la CIF, c'est une société industrielle de vêtements, c'est juste un exemple. Et puis, on avait toute la chaîne, du coton jusqu'aux vêtements. Et ça, c'est magnifique, ça. Que ça soit la filature avec Socefil. Sodefitex, c'était avec le coton. Socefil pour la filature. On avait le tissage. On avait l'anoblissement. On avait la teinture. On avait la confection. Tout ça, c'est écoulé. C'est écoulé. La fraude, la friperie, tout ce que vous voulez. Mais ça a absorbé. Donc, vous prenez un autre exemple qui est le matériel roulant. On avait ISMC à Kaolack. Moi, quand j'étais jeune, les Solex, vous vous rappelez, les mobylettes Solex étaient fabriquées à Kaolack avec CFAO. CFAO qui fabriquait. On avait aussi Soceda, la Soceda qui faisait la voiture Gaindé. Moi, je l'ai vécu. Quand j'étais jeune, je voyais. La voiture Gaindé était c'était avec Volkswagen. C'était avec Volkswagen. Et c'était fait à Castor. Toujours dans les milieux où il fallait chercher donc, le personnel. Et vous avez aussi... Berlier, qui était à Escoa. Et beaucoup de gens pensent que Escoa c'est un rond-point, mais Escoa c'était la société qui fabriquait Berlier. Et il y avait Berlier, le camion. Il n'y avait que 2 Berlier en Afrique. C'était Maroc et Sénégal. Donc c'est pour ça que vous voyez jusqu'à présent les camions, parce que les mécaniciens qui travaillaient à Escoa, ils connaissent ce camion-là, ils le font venir à la France, et puis c'est des camions qui roulent encore, parce que le savoir-faire est là. On avait aussi le centre à l'aéroport. Le Sénégal, on pouvait faire le check A, B, C, D des avions. Air Afrique, il y avait 2 bases, donc MRO qu'on appelle de maintenance, c'était à Brazzaville et Dakar. On avait la chance d'avoir un Sénégalais qui était directeur donc général de Air Afrique et qui avait basé à Dakar le plus grand atelier de maintenance des avions. Je vous dis, on pouvait désosser un avion à Dakar, ici. Et la RAM, c'est la RAM qui s'est retrouvée avec notre Royal Air Maroc. Bien sûr, parce que quand Air Afrique a fait faillite, donc chaque pays s'est retrouvé avec le patrimoine qu'il avait. Mais Dakar avait le plus grand patrimoine, avec le hangar de l'aéroport Dakar-Yoff. Et paraît-il, le matériel a été vendu à un courtier donc basé aux Florides, et c'est le courtier qui l'a vendu à la RAM. Et c'est comme ça que la RAM est partie. Et pour Airbus, le fleuron de Dakar est important parce que de l'autre côté, vous avez Boeing avec Ethiopian. Et de l'autre côté, il fallait avoir vraiment un atelier de maintenance Airbus que Dakar avait. C'est la BAD qui avait financé tout cela, et tout ça, c'est parti en fumée. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un état des lieux du secteur de l'industrie sénégalaise? La contribution que l'industrie
Si je vous donne les 10 ans de PSE, moi, c'est ce que je peux reprocher. Le plan Sénégal émergent. Ouais, c'est ce que je reproche à l'ancien président. Il a du mérite. Il nous a construit des infrastructures. Le président Wade aussi, c'était la même chose. On construit des infrastructures, mais en important des infrastructures. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé à l'industrie manufacturière sénégalaise qui devait porter les infrastructures. Je vous donne juste des exemples. Si vous faites les aéroports, vous faites les autoroutes, mais il y a de l'acier. On a une industrie d'acier qui est très compétitive. Et il aurait fallu préparer cette industrie, c'est-à-dire les laminoirs, les tréfileries, les fonderies, il fallait les unités de galvanisation, il fallait les préparer pour que regarde les glissières d'autoroute, on les importe. C'est rien du tout, une glissière d'autoroute. Regarde les poteaux électriques, les lampadaires solaires. On a tout importé. C'est rien du tout. C'est des poteaux, c'est du profilage et puis galvanisé. C'est aussi simple que ça. Donc, regarde le terre. On a eu un terre, mais les traverses, on pouvait les fabriquer ici. On a l'atelier ferroviaire de Thiès, je l'ai visité. Je dis bonjour au passage, le directeur général donc, de CFS, qui est un directeur technicien. On a mis vraiment des farceurs, je veux dire, au niveau de CFS par le passé, des gens qui ne se connaissaient rien du tout et qui ont vraiment laissé le chemin de fer à ces stades. Donc on a mis des gens qui n'étaient pas des cheminots. Mais l'actuel DG, c'est un plaisir de lui parler. Et il sait que pour reconstruire les chemins de fer, il nous faut des ateliers ferroviaires. Donc ça, c'est un exemple. Les caténaires, les poteaux de caténaires, il y en a eu combien? Mais tout ça, ça a été importé. Et ça veut dire quoi? Vous allez avoir des infrastructures, mais vous n'aurez pas des emplois. Et vous n'allez rien laisser dans le pays. Et c'est ça que je reproche, donc, qui fait de sorte que l'industrie n'a pas été un levier. Non, ça veut dire les infrastructures n'ont pas été un levier d'industrialisation. On a tout importé et c'est regrettable. Ça, c'est au niveau de ces infrastructures-là. Et c'est ce qui fait de sorte que vous allez... Et puis, le matériel agricole, on a tout importé. Ce qu'ils ont dépensé en matière agricole, c'est terrible. Moi, je ne me rappelle plus des chiffres. J'avais regardé un tracteur, un moissonneuse. Quand vous allez dans la vallée, c'est des cimetières. C'est des cimetières de tracteurs. Mais on aurait pu les assembler. Le nouveau gouvernement veut faire une usine d'assemblage de tracteurs. Mais est-ce que au niveau local, il y a des industries qui peuvent produire ces matériaux qui sont importés? Oui, parce que vous savez, c'est ce qu'on appelle le Maroc en 10 ans. Maintenant, ça fait parce qu'ils ont commencé en 2012. De 2012 à maintenant, le Maroc est passé d'un pays qui n'était pas fabricant d'automobiles à premier constructeur automobile sur le continent avec près de 700 000 véhicules. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait venir un leader comme Renault et Peugeot. Et Renault et Peugeot ont créé des écosystèmes, des équipementiers. Ils ont créé... Aujourd'hui, le Maroc peut faire une voiture 100% marocaine. Mais ça a été fait entre 2012 et 2021. Même pas en 15 ans. Donc, pour dire que ça dépend de la volonté. Mais pourtant, Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade a fait venir ici Tata. Et il y a des bus et des cars de transport qui sont montés ici à Dakar et qui roulent depuis... C'est le modèle qui n'est pas bon. Là, vous parlez de quelqu'un qui vient faire du montage. Vous achetez ce qu'on appelle les CKD. Il y a SKD, Small Knockdown, et puis le CKD, le Complete. Mais le CKD, comme le SKD, c'est de l'assemblage. D'accord? Mais de ce que je vous parle, c'est pas de l'assemblage. Parce que Tata, quand il vient, il vend que sur le marché noir. Mais là, je vous parle de Renault qui fait de la colocalisation. Le modèle est différent. Renault dit, moi j'ai une chaîne de production. Cette chaîne de production, il y a des choses pour lesquelles les Marocains ont des avantages comparatifs. Moi, il y a des choses, je suis plus fort. La recherche, je suis plus fort. La vente avec mes concessionnaires à travers le monde, je suis plus fort. Mais ça, je le garde. Mais par contre, vous, je vous donne tout ce qui est emboutissage, tout ce qui est câblage, tapisserie, etc. Mais ça fait aujourd'hui fabriquer les véhicules marocains coûtent moins cher que les véhicules fabriqués en Europe. Pour Renault, à partir de ce moment, le modèle il est différent et son modèle est porté par l'exportation. 85% des véhicules fabriqués au Maroc sont destinés à l'exportation. Est-ce que ce modèle marocain peut être appliqué ici au Sénégal? On peut le faire. On peut faire mieux que les Marocains. Oui, parce que vous savez, c'est un écosystème qu'ils ont créé. L'écosystème. Ils ont créé un écosystème pour Renault. Parce que c'est quoi un écosystème? Il faut un leader que vous faites venir.
Et c'est comme ça qu'on a besoin de l'investissement direct étranger. On n'a pas besoin des investisseurs étrangers porteurs de cartables qui viennent chercher des choses comme Fonroche qui faisait, pour les citer d'ailleurs, qui faisait les lampadaires solaires, mais c'est assemblé. Rien n'est fabriqué ici. Il y a une société matière, rien n'est fabriqué ici. Il fait ses charpentes, il l'amène ici. Et il y en a tellement comme ça des investisseurs étrangers qui viennent, qui nous vendent des produits fabriqués chez eux et assemblés chez nous. Moi, ce que je vous dis, c'est carrément différent. C'est des écosystèmes. Il faut qu'on se partage la chaîne de production. Basé sur nos avantages comparatifs. Il y a des choses que nous savons faire mieux que vous. Et je vous assure, le Maroc n'a pas les moyens de sa politique. Je vous donne par exemple, le Maroc fait des carrosseries. Le Maroc n'a pas d'acier. Nous, on a des minerais de fer. On a le gaz naturel. Le Maroc n'a pas de gaz naturel. Vous prenez les vitrages. Le Maroc n'a pas le silice que nous avons. Nous avons les terres silicieuses les plus des puretés qui vont jusqu'à 95%, Diogo, Louga, tout ça. On peut faire une industrie de verre parce qu'on a le gaz naturel. L'EVA, c'est pas loin. Même en Casamance, on peut cultiver l'EVA. Ce n'est rien du tout. C'est juste qu'il faut le faire parce qu'on a le climat, on a la pluviométrie pour le faire en Casamance, pour les pneus. Donc, je veux dire, pour tout ce que, même la tapisserie aujourd'hui. Mais on aura besoin d'investissements très lourds pour réaliser ces projets. Est-ce que le secteur privé ou bien l'industrie locale a les reins assez solides pour faire ces investissements? Vous savez, c'est des investissements où il faut avoir des investissements publics catalyseurs aussi. Parce que ce projet Renault a été porté par l'État marocain. Ce n'est pas un secteur privé qui porte, c'est au-delà d'un secteur privé. Parce que ce qui s'est passé, le roi, pour vous donner juste cet exemple marocain, qu'on peut répliquer, nous, dans plusieurs autres domaines, que ce soit l'habillement, que ce soit la pharmacie, que ce soit dans beaucoup de choses. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a pris son ami d'enfance, donc Moulay Hafid El Amami, il a pris quelqu'un qui était dans les assurances, il dit, je veux que tu me gères l'industrie. Mais en 10 ans, ce monsieur n'a pas été changé. En 10 ans. En 10 ans. Moi, je me rappelle, un seul ministre qui a duré peut-être comme ça, c'est Cheikh Tidiane Gadio aux Affaires étrangères. Mais est-ce que vous imaginez ici qu'on puisse garder pendant 10 ans? Je l'ai dit à mon grand frère, le ministre de l'Industrie, je l'ai dit parce qu'on doit remettre notre livre blanc à monsieur le Président de la République très récemment. Vous allez le suivre. On attend seulement le calendrier du Président. Mais je lui ai dit que nous, on va demander au Président un ministre qui va rester pendant 10 ans. Inamovible. Pourquoi? Parce que lorsqu'un ministre a une vision, on ne construit pas une industrie en 5 ans ou bien en 7 ans. Moulay Hafid est resté 10 ans sans bouger. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était une société d'État qui fabriquait des voitures Dacia. Ils sont allés voir Carlos Ghosn, qui était le patron de Renault. Carlos Ghosn a posé ses conditions. D'abord, il fallait un port compétitif. Vous savez, le port de Tanger date de combien? 2012. Le port de Dakar, c'est 1883. Tanger fait plus de 7 millions de conteneurs. Vous savez, le port de Dakar fait combien? 800 000 conteneurs. J'ai visité le Tanger. Mais Tanger, c'est à cause de Renault quand ça a été construit. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que pour faire la mise en forme d'une voiture à Tanger coûte moins cher qu'en Chine. Vous prenez au niveau de la main-d'œuvre ce que le roi a fait, et c'est ça aussi, changer trop le gouvernement, ce que je vous dis au niveau du ministère de l'Industrie, et Galab aussi au niveau de l'exécutif au plus haut niveau. Le roi, il a expliqué qu'est-ce que vous voulez en main-d'œuvre. Il a dit que nous, il nous faut une main-d'œuvre on paye en Europe 3500 €. Donc, pour 35 000 € l'année, masse salariale, pour un ouvrier qualifié de l'automobile. Le roi, il a posé la question aux Marocains. Mais la formation professionnelle au Maroc a dit, ce qu'ils ont besoin, on n'a pas besoin de bacheliers. On va prendre les gens au niveau brevet pour former des tapissiers de l'automobile, des câbleurs de l'automobile, des gens qui vont travailler dans la peinture, qui vont travailler dans l'emboutissage. Dans la signalisation, pose de tableau de bord, on n'a pas besoin de bacheliers. Ils ont pris des brevetés. Ils les ont formés avec la formation par alternance. Mais vous savez combien ça leur coûte? 3500 € l'année. Donc 10 fois moins qu'un salaire européen qui est à 35 000. L'autre chose, c'est la fiscalité. Donc le roi s'est imposé au niveau de la fiscalité. Parce que vous savez, les fiscalistes, c'est comme les juges, c'est comme les magistrats, ils ont leur propre, parce qu'on leur assigne des objectifs. Mais le roi a demandé à ce que, toute taxe comprise, que l'industriel ne paye pas plus de 40%.
que ça soit les taxes directes, indirectes, tout. Et ça fait de sorte que l'industrie automobile marocaine aujourd'hui, elle est productive, elle est compétitive, parce que faire 700 000 véhicules par année, et chaque année le refaire, et même remplacer le phosphate, parce que c'était l'industrie phosphate qui était la première industrie marocaine, et aujourd'hui ça ne l'est plus. OCP ne porte plus l'industrie marocaine, c'est l'automobile qui porte l'industrie marocaine aujourd'hui. On va revenir au Sénégal, parce qu'on parle beaucoup de Maroc. C'était pour vous donner ça a été possible ailleurs. Effectivement, vous êtes en train de dire que les politiques industrielles qui ont été menées ici au Sénégal depuis des années n'ont pas été efficaces. Quelles sont les solutions que vous proposez? Voilà. Moi, on ne va pas réinventer la roue. On va travailler suivant des modèles. Vous savez, les modèles industriels, on les connaît. D'abord, c'était du outsourcing. Donc, les gens, ils faisaient de la sous-traitance. Donc, tu demandes à ce qu'on te sous-traite une partie de la chaîne de production. Après, il y a ce qu'on appelle la délocalisation. La délocalisation, il est venu parce que la Chine s'est montrée vraiment dans les années 80 comme quoi les coûts faibles de travail, etc. Donc, c'est les zones économiques industrielles. Donc, les Chinois ont pu amener donc, du savoir-faire européen conjugué avec leur coût de main-d'œuvre moins cher, et avec aussi l'État qui appuie bien un État chinois vraiment très pro-business. Donc, on a eu à avoir des délocalisations en Asie. Maintenant, ce modèle a été essoufflé et le Maroc l'a compris. Parce que le Maroc a regardé ce que l'Allemagne... Vous prenez qu'on fasse de la délocalisation ici au Sénégal? La colocalisation. On a dépassé la délocalisation, c'est dépassé. Mais c'est la colocalisation. Ça, c'est l'Allemagne qui l'a créé. Mais est-ce qu'il n'y a pas des obstacles au niveau du Sénégal, d'un pays comme le Sénégal, pour cette politique? Non. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de main-d'œuvre accessible. Ici au Sénégal, les syndicats sont très forts. Est-ce que les travailleurs accepteront certains salaires d'investisseurs étrangers? Je veux dire comment ça fonctionne la colocalisation. L'Algérie le fait bien, mais c'est parti de l'Allemagne, avec l'Allemagne de l'Est. Parce que l'Allemagne s'est rendu compte que ses coûts de main-d'œuvre étaient trop chers. Comme les barrières ont sauté entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, donc l'Allemagne de l'Ouest a transféré une bonne partie de ces chaînes de production, je veux dire dans la chaîne de valeur. Il y a des choses qui sont intensives en main-d'œuvre ou bien en énergie. L'Allemagne n'a pas d'énergie, alors que les pays de l'Est ont l'énergie. Donc et on les minerais. Donc l'Allemagne a transféré ces parties-là là-bas. C'est ça qui fait. Vous savez, la compétitivité de l'industrie allemande est liée à cette colocalisation que l'Allemagne sait faire bien, que tout ne se passe pas sur son sol. Je ne parle pas là de sous-traitance. Je parle, c'est une chaîne, mais vous êtes la locomotive, mais vous organisez des équipementiers à qui et des sous-traitants qui se greffent. Ils fabriquent vraiment des maillons de la chaîne de valeur. Et là, nous, si on veut le faire au Sénégal, et d'ailleurs, on n'a pas le choix. Dans notre livre blanc, c'est ce qui est dedans. Il nous faut la gouvernance. Il nous faut la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est de dire quels sont les secteurs pour lesquels on peut s'insérer dans des chaînes de valeur. Parce que tu ne peux pas faire un produit de A à Z. Même un vélo aujourd'hui, que ça soit un téléphone, ça se fait dans plusieurs pays. Donc nous, on va prendre des chaînes de valeur dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, dans l'habillement. Et on va dire la gouvernance que nous voulons que ces chaînes de valeur fonctionnent en écosystème. Mais il nous faut des têtes de file, il nous faut des locomotives. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas construire une industrie avec une demande domestique. C'est impossible. La demande, il faut que de l'eau, tu peux faire. De l'eau, tu peux faire un business plan pour vendre localement. Mais aujourd'hui, tu veux faire pour le vêtement ou pour les médicaments, si tu le fais sur le marché national, ça ne marchera pas. Donc, il te faut... Si c'est demandé dans le textile, il te faut des Benetton, il te faut des Adidas. Si tu veux le faire dans les médicaments, il te faut les Pfizer, les Sanofi. À partir de ce moment, ils vont te dire, nous, on est fort dans ça, toi, tu es fort dans ça, parce que nous, écoute, on a la position du port. On a le port de Ndayane qui va venir. Nous avons le gaz naturel qui est déjà là. Nous avons aussi, quand même le Sénégalais, on a un personnel très jeune qu'on peut former rapidement. Et on a les ISEP, c'est une bonne chose. Les ISEP aujourd'hui, ça ne forme pas des bacs plus, comme l'école polytechnique de Thiès, comme l'ESP, ça forme vraiment des gens qu'on prend à un niveau beaucoup plus inférieur de technicité. Et à partir de ce moment, nous pouvons choisir
les chaînes de valeur mondiales dans lesquelles nous pouvons nous insérer, mais avec des locomotives étrangères. Je ne parle pas de société sénégalaise, parce que pour que tu sois locomotive, il faut que tu aies une réputation, une envergure continentale ou bien mondiale. Et ça, c'est là qu'on a besoin des sociétés étrangères, mais pas pour faire des choses comme par exemple, moi je dis toujours, pour faire de la farine. Est-ce qu'on a besoin des étrangers pour écraser du blé? Non. Donc il y a des choses, on doit les laisser pour le Sénégalais. Le marché, il est sénégalais, à la limite régionale, mais il nous faut des chaînes de valeur continentales et mondiales et qu'on s'insère sur ces chaînes de valeur. Est-ce que vous pensez que la concentration de l'ensemble des industries sénégalaises à Dakar n'est pas un obstacle à l'industrialisation du pays? Est-ce qu'il ne faut pas aller dans les autres régions du pays, créer d'autres zones industrielles pour permettre au Sénégal de s'industrialiser? Vous savez, le problème toujours, ça nous l'avons vu avec la planification chaque fois. On a vu que la concentration à Dakar est un problème. Comment vous pouvez prendre une région comme Kaffrine? Est-ce que vous savez, Kaffrine, c'est la première région agricole du Sénégal. Toute culture confondue, que ce soit les céréales, que ce soit les oléagineux, les protéagineux. Kaffrine, c'est la première région nourricière de notre pays. Il n'y a pas d'usine. C'est-à-dire, ça a toujours été conçu que la région de Kaffrine, ça produit et puis ça envoie d'ailleurs. Il n'y a même pas de décortiquage d'arachide. Même l'arachide décortiqué, on ne fait pas à Kaffrine. Et c'est dommage de voir des jeunes filles de Koungheul, de Kaffrine, qui viennent pour faire des domestiques en ville. Alors que c'est une région, les terres sont fertiles. Kaffrine n'est pas raccordée à la SDE. Comment il s'appelle? Lac de Guiers. Nous, à Dakar, on est trop gâtés. Pour qu'on puisse boire, il faut transférer l'eau de Lac de Guiers, les pomper jusqu'à ça vienne. Mais eux, ils ont l'eau. Mais est-ce que vous, les industriels, vous accepterez de quitter Dakar pour aller investir dans les régions? Mais bien sûr, mais il faut la logistique. Il faut un accompagnement de l'État. Mais oui, mais je vous donne, vous ne voulez pas qu'on parle trop de Maroc, mais je vais vous donner un exemple. Non, c'est pas ça. Mais au Maroc, après que le roi ait fait Tangémet pour Renault, mais Peugeot a vu et Peugeot a voulu venir. Mais Renault s'est opposé. Mais le roi lui a dit, je te mets à Kénitra. Kénitra, c'est 250 km de Tanger. Mais Renault a dit, mais je ne peux pas aller là-bas. Le roi a dit, je te fais un TGV. Le roi a fait le TGV Kénitra, Tanger, 250 km. À partir de ce moment, mais Peugeot s'est dit, je suis à 1h30 de Tanger, il n'y a pas de problème. Et actuellement, ils sont en train de faire Kénitra, Marrakech, 450 km de TGV. Donc, nous, le chemin de fer ne fonctionne pas. Le port de Kaolack ne fonctionne pas. Comment vous voulez qu'une industrie puisse se mettre dans un endroit enclavé? C'est des choses qu'il faut régler. Et ça, c'est... Mais comment régler lever ces contraintes pour permettre à ces zones d'abriter des industries? Vous savez, la mobilité, c'est la chose. Des fois, on fait beaucoup d'incitations, c'est notre problème. On fait des incitations, même notre code des mines, d'investissement et code des mines. On fait beaucoup, on brade même nos mines. Aujourd'hui, pour avoir une petite mine, 2,5 millions, c'est trop faible. Vous pouvez faire des milliards avec une mine. On vous demande que 2,5 millions pour avoir la petite mine. 2,5 millions francs CFA. CFA, c'est ce que je vous dis. D'après le code de 2016. Le code des investissements, on dit que les investisseurs étrangers sont au même pied d'égalité que les nationaux. Pourquoi? Pour attirer. Mais ce n'est pas là-bas qu'il faut jouer. Il faut jouer sur la logistique. Pourquoi? Parce que si on arrive aujourd'hui à faire un maillage, vous savez, Mao, il y a 3 choses qu'il faut régler pour que l'économie, pour l'industrie soit compétitive, pour avoir cette compétitivité industrielle. La première chose, c'est la mobilité. Il faut que pour aller à Kaolack, à Saint-Louis ou chose, qu'on ait cette mobilité, que ça soit par l'eau, que ça soit par les rails, que ça soit par les routes ou bien par l'avion. Il faut que cette mobilité soit, parce que allez-y au Maroc. Au Maroc, c'est ce que je vous dis, ils ont déjà réglé. La Chine avait ce problème, mais Mao a dit, il faut qu'on règle le chemin de fer. Mao, je ne vous parle pas d'elle, mais c'est Mao qui a installé le chemin de fer chinois. La deuxième chose, c'est l'énergie. Moi, je vais à Koungheul. Mais quand vous allez à Koungheul, l'énergie, c'est un grand problème. L'électricité, mais écoute, elle est très mauvaise. Elle est insuffisante et très mauvaise. Donc, il faut qu'on règle le problème. Et ça coûte cher également.
je vous dis, c'est catastrophique. C'est vrai que l'électricité, c'est le même prix partout au Sénégal, mais elle est catastrophique. Vous parlez du gaz naturel. Pour l'industriel, je veux dire. Oui, il n'y a pas d'industrie à Koungheul, il y a zéro. Alors que le potentiel industriel, il est énorme. Il est énorme. Donc, au niveau de l'énergie, il faut régler les problèmes. L'électricité, mais aussi le gaz naturel. Il faut que le gaz naturel, parce que le gaz naturel, c'est l'énergie de procédé. L'électricité, c'est l'énergie motrice. C'est-à-dire, nous, l'électricité, on en a besoin dans nos usines pour faire tourner les moteurs. Mais par contre, les énergies de procédé, c'est-à-dire les chaudières, la cuisson, ou bien le séchage, on a besoin du gaz. Actuellement, on utilise le fuel. Le fuel, il est beaucoup plus cher, beaucoup plus polluant. Donc, ce gaz to industrie qu'on demande, il est essentiel. Donc, une fois qu'on règle ce problème, donc, je vous ai dit, de mobilité des biens et des personnes, on règle ce problème d'énergie. Après, il faut régler le problème de compétences. D'accord? Et ça va prendre du temps. On va le faire à la carte. On veut développer le textile, on n'a qu'à former les gens sur le textile. On veut développer les matériaux de construction, on fait la même. On veut développer l'automobile, l'électroménager. C'est comme ça, on le fera à la carte. Mais il ne s'agit pas de former et d'attendre. Mais par contre, les usages pour la mobilité et pour l'énergie sont multiples. Il faut les faire. C'est des capacités qui doivent être disponibles en tout temps. Et qu'on puisse maintenant apporter les facteurs humains suivant ce qu'on veut faire. Il y a également l'accès au financement, les structures bancaires qui sont sur le financement n'est pas le problème. Difficile. Je vous assure que le financement n'est pas. Aujourd'hui, vous voulez endetter, il y a les Exim Bank. Les Exim Bank que vous voyez, il y a 2 guichets. Vous allez, moi je suis allé en Pologne. Mais l'Exim Bank, ça s'adresse aux grandes entreprises. Il y a les petites et moyennes entreprises également. Moi j'ai eu des offres en Pologne. Non, parce que qu'est-ce qui se passe avec les Exim Bank? Il y a 2 guichets. Mais est-ce qu'il y a des solutions avant d'aller à l'étranger? Est-ce qu'on peut avoir des solutions au niveau local? C'est que local, tu ne peux pas avoir du financement à long terme. Parce que les ressources sont très courtes. Tu vas demander à une banque 7 ans, il va te dire, je ne sais pas, l'argent. La banque s'est financée sur 3 ans, maximum 5 ans. Avec ça, tu ne peux pas vraiment, même si tu payes, mais tu payes difficilement parce que tu charges tout sur le produit. Mais quand vous allez dans les Exim Bank, il y a des guichets privés et il y a des guichets publics. Les guichets publics, c'est pour prêter aux États. Et les guichets privés, c'est que c'est le fournisseur dans le pays qui lui lève le financement et te donne les matériaux, les équipements industriels que tu as besoin. Et tu payes au fournisseur. Et tu payes une assurance. Tu ne donnes même pas ta maison en garantie. Ça, c'est pour vous dire qu'on peut effectivement contourner le problème du financement en mobilisant du financement. Moi, je connais des industriels qui sont là, mais qui ont levé des financements fournisseurs. C'est le fournisseur qui lève le financement et qui vous donne le matériel industriel. Vous voulez une usine, mais c'est le fournisseur dans tous les pays du monde, que ça soit, qui lève le financement. Mais quel est le commentaire que vous faites? Bon, même si c'est des ressources qui ne sont pas des ressources longues, mais qui sont disponibles au niveau des banques locales. Certaines entreprises, certaines industries peuvent en bénéficier pour faire le financement. Si on veut se baser sur le financement, ça ne marchera pas. Je vous assure, nous avons nos cas. La banque peut tu peux soumettre ton projet à une banque aujourd'hui. Je veux dire, au mois de janvier, tu pourras avoir une réponse, si c'est fort, dans 6 mois. Dans 6 mois, les choses ont changé. Donc, il faut que ça soit rapide. Donc, si on parle... Mais qu'est-ce qu'il faut? Quelle solution il faut pour permettre... Il faut du financement à l'étranger. Il ne faut pas se baser sur le financement local. Pourtant, l'État a mis en place des banques, mais également des structures d'appui financier, mais également des structures de garantie pour faciliter l'accès au financement pour développer certains projets. Vous savez... comment fonctionne une banque? Parce que c'est ma formation. Effectivement. La banque a des dépôts, a des ressources, d'accord? La banque aussi, on peut lui amener des lignes de crédit. Abdou Diouf le faisait, le président Diouf le faisait. Moi, je connais une industrie qui a été financée par une ligne de crédit que le président Diouf a amené de la pâte. C'est très souple et puis c'est à long terme, c'était pour lutter contre la sécheresse. Donc c'était dans le gaz butane. Donc les ressources dont dispose la banque fait de l'intermédiation, c'est-à-dire elle prête l'argent qui a été déposé. Maintenant, il y a une partie d'argent effectivement qui reste tout le temps. C'est ce qu'on appelle les core deposits. Mais
d'habitude, c'est les dépôts à vue. Mais dans les dépôts à vue, il y a des choses qui ne sont jamais touchées. Mais sinon, quelqu'un peut dire, je te donne l'argent pour 1 an. D'autres te disent, je te donne l'argent pour 2 ans. D'autres pour 3 ans. Celui qui te dit, je te donne l'argent pour 5 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que fait la banque? Donc, la banque voit qu'il y en a, c'est maturité, et je peux prêter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, avec ces couvertures. Et avec le risque que quelqu'un te place sur 3 ans, et puis brise le compte pour dire, écoute, j'avais fait un dépôt, mais j'ai besoin de mon argent, je veux le briser. Mais à la banque de régler son problème. Donc, la banque doit régler ses problèmes on appelle ça les appariements de maturité. Donc, l'actif passif. Donc, c'est ça qu'il faut techniquement. La banque n'a pas les ressources pour financer à long terme. Mais alors qu'une industrie, ce n'est pas du commerce. Un commerçant, il n'a pas besoin de financement sur 1 an. Il a besoin pour aller importer, venir, vendre et apprendre ça, le cycle. Pour acheter, pour importer. Stocker, vendre, recouvrer, payer la banque, maximum 6 mois. Donc la banque sait le faire. Mais quelqu'un qui dit, moi, je veux acheter une industrie, ça va coûter 10 milliards. OK, mais sauf que l'industrie, je vais pouvoir l'amortir sur, mettons, 7 ans. Mais la banque tout de suite me dit, je ne sais pas le faire. Vous allez lui dire 5 ans, la banque va dire, OK, je vais me débrouiller. Mais puis, ils sont obligés de faire du rationnement. Le rationnement aussi, ça, c'est une autre théorie. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons des devises, parce que c'est la banque, c'est elle qui crée la monnaie. C'est pas la BCA, c'est la banque qui crée la monnaie, c'est son rôle. Donc la banque ne peut pas aussi, elle a des contraintes de devises, d'accord? Donc la banque, on lui assure, donc tu peux créer la monnaie par rapport aussi aux réserves de devises que nous avons. Donc la banque sait qu'aujourd'hui, doit financer les importations. Alimentaires, les importations pour les matériaux de construction, etc. Donc, c'est des devises qui sont bien gérées. Mais quand on demande à la banque aussi, il faut financer les industries. C'est pour ça que quand vous regardez les crédits accordés à l'économie, c'est trop faible en zone CFA. En zone CFA, les crédits accordés à l'économie ne dépassent pas 35%. Alors que vous allez dans des pays, même en Mauritanie, les pays qui sont hors zone CFA, mais prêtent jusqu'à 45%. Les banques, les taux de crédit accordés à l'économie, vous allez au Maroc, ça dépasse les 60%. Les pays asiatiques, ils sont dans les 80%. Les crédits accordés à l'économie. Parce que lorsque on n'a pas ces contingentements, donc avec la Banque de France, mais effectivement, parce que là, c'est la Banque centrale qui dicte les choses. Mais nous, on a un appariement avec des choses assez contrôlées qui font de sorte qu'on ne peut pas se permettre de financer l'économie comme on le veut. Et là, je suis d'accord avec les profondeurs du franc CFA. Le franc CFA est une contrainte au crédit accordé à l'économie. Mais maintenant, quel est l'accompagnement l'État peut apporter au secteur de l'industrie pour lui permettre d'avoir accès au crédit, d'accéder au marché, mais également d'avoir des débouchés sur les marchés régionaux, sous-régionaux et internationaux? Comme je vous dis, la colocalisation. Retenez bien ce mot, c'est l'avenir de notre industrie. Quand un leader, pour amener ces leaders industriels ou commerciaux, on les appelle, comme par exemple, je donne par exemple quelqu'un comme Walmart. Walmart a besoin de vendre des vêtements, etc. Mais pour l'amener, il va falloir lui donner des gages. Parce qu'il peut t'assurer les débouchés, comme vous dites. Mais des fois aussi, quand l'État amène, donc comme je vous ai donné le cas de Renault au Maroc, c'est l'État qui peut aller amener. Donc ça, on peut régler. Même Ikea. Ikea, on peut le faire venir. Mais ce n'est pas un Sénégalais petit qui va venir. C'est une affaire d'État. Il faut aller voir le gouvernement norvégien, expliquer, vous venez, on a du bois, on a du gaz, on a ceci. À partir de ce moment, il y a la caution de l'État. C'est la diplomatie économique à ce niveau-là. Et lorsque, par exemple, si vous voulez amener Adidas au Sénégal, mais Adidas pour les chaussures, mais ça ne va pas être affaire d'un industriel qui va amener. On a vu, par exemple, Sedima qui a amené KFC. Mais ça, c'est un niveau acceptable. Mais par exemple, McDonald's, si vous deviez amener McDonald's, ce n'est pas une affaire de privé, parce qu'il y a des affaires sanitaires, il y a des affaires de label, il y a des affaires de suivi de toute la chaîne, donc de reproduction des veaux qui font de sorte que abattoirs, etc. Donc, il veut des garanties d'État pour venir s'installer. Et c'est eux qui peuvent vraiment avoir cette demande extérieure pour pouvoir t'assurer cette envergure. La deuxième chose,
c'est que c'est les multinationales qui vont demander l'environnement des affaires. Donc, comme ce que je vous dis, la mobilité des biens et des personnes, ils vont demander la question de l'électricité, la question du gaz naturel, ils vont demander la question de fiscalité, ils vont demander la question des ressources humaines. Donc, vous voyez, ils vont demander l'environnement des affaires qui leur permet d'opérer. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas les amener. C'est à l'État de créer. C'est ce qu'on demande à l'État. Créer l'environnement. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le plan Vision 2050 et le plan de redressement économique? Est-ce que vous pensez que l'industrie pourra évoluer et trouver son... Mais non. Entre les mots et ce qui se passe sur le terrain, il y a un gap. Moi, je ne fais pas de la politique, je vous dis les choses. Ils ont dit économie compétitive. Avec 4 moteurs de croissance. L'industrie extractive, l'industrie agroalimentaire, l'industrie manufacturière non alimentaire et les nouvelles technologies de l'information. Donc sur les 4 moteurs qui doivent tirer l'économie, les 3 relèvent de l'industrie. D'accord? Maintenant, il y a des projets catalyseurs de l'État. C'est-à-dire l'État doit faire ses projets, comme ce que je veux dire. L'État doit catalyser l'industrie. C'est pour ça qu'ils ont un axe capital humain pour qu'on puisse avoir la main-d'œuvre qu'il faut. Ils ont un axe d'aménagement, décentralisation. Ça, c'est pour pouvoir utiliser l'énergie, les opportunités des territoires. Ils ont aussi un axe paix, sécurité, etc. pour assurer que la paix, la sécurité... Quand vous avez tout ça, la justice sera là, etc. Donc, vous donnez des gages. Mais là, pourquoi je dis, ce cadre, il est bien fixé. Ils ont dit 18 000 milliards, on va investir sur 5 ans. 18 000 milliards. Dont 12 000 milliards l'État. D'accord? 12 000 milliards, c'est l'État qui doit le mettre. Maintenant, ces 12 000 milliards, actuellement, si on fait le point, il y a un gap de 4 600 milliards au moment où je vous parle. C'est-à-dire ces investissements catalyseurs de l'État, il manque au moment où je vous parle 4 600 milliards. Donc, il y a un déséquilibre. Parce qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit 12 000 milliards dans la SND 2025-2029. Mais quand ils ont fait la LFR 2025, vous prenez les investissements que l'État a mis dedans, vous prenez le document de programmation budgétaire 2026, 2027, 2028, et vous extrapolez pour 2029, mais vous n'avez pas les 12 000 milliards d'investissements, il manque 4 600 milliards. Donc au moment où je vous parle, les investissements catalyseurs de l'État, qui doivent catalyser les projets d'investissement public, ont été diminués de 4 600 milliards et on n'est pas encore parti loin. Et quand on regarde la LFR, c'est-à-dire en 2025, je vous ai dit que dans le plan public d'investissement, c'était 3 444 milliards, mais quand ils ont fait la LFR, c'est 1 900 milliards. Donc il y a une différence, monsieur. D'accord? Il y a une différence, et en milliers de milliards. Deuxième chose, c'est que ce qu'on a exécuté au 30 juin, on est à 580 milliards. Et les investissements que l'État a fait sous ressources propres, c'est 12 milliards en 6 mois. Donc lorsque l'État investit sur 6 mois, 12 milliards sous ressources propres, alors que les investissements sur les ressources étrangères ont atteint 395 milliards. Mais ça va diminuer avec le problème qu'on a avec les FMI. Parce que si les FMI, on n'a pas d'accord avec les FMI, ça sera difficile de lever les financements avec l'extérieur. Donc pour dire l'ajustement aujourd'hui, l'ajustement est en train de se faire sur les dépenses publiques. C'est-à-dire l'ajustement devait se faire sur les dépenses de fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que les recettes fiscales que nous avons, tout ne devait pas aller au niveau du fonctionnement. Et c'est le cas. Au 30 juin 2025, ce qu'on a observé, l'État a collecté 2227 milliards. L'État a dépensé en fonctionnement 2233 milliards. C'est-à-dire l'État a dépensé plus que ce qu'il a collecté en recettes, mais en fonctionnement. En fonctionnement d'investissement. Les 580 milliards que je viens de vous dire, ça a été fait. Mais même les 12 milliards que l'État dit avoir fait sous ressources propres, ça a été de l'endettement. Donc vous voyez, donc il faut que pour qu'on puisse relancer l'économie, ces investissements catalyseurs de l'État soient au rendez-vous. Il faut absolument qu'on puisse investir. L'investir parce qu'on a un PIB de 21 000 milliards. Il faut investir à peu près 20% minimum. Il y en a même qui vont jusqu'à 28%, mais 20%. 20% de 21 000 milliards, c'est 4 000 milliards. Mais 4 000 milliards, ça ne viendra pas du privé. Il faut que l'État fasse au moins la moitié, et l'autre moitié viendra du privé. Mais l'investissement public est catalyseur, c'est-à-dire c'est un appel d'air pour l'investissement privé.
Merci M. Gueye. Nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. C'était une discussion très intéressante. Je vous laisse le soin de dire un dernier mot avant de conclure. Merci M. Gueye. Ce que je veux dire, les hautes autorités ont fait campagne sur l'industrie. C'est bon. Mais c'est plus que de la parole. L'industrie, c'est une souveraineté. Si c'est un plaidoyer à faire pour l'industrie, qu'on sache qu'aucune souveraineté ne peut exister que s'il ne vient de l'industrie. C'est l'industrie qui te permet de disposer, de permettre au secteur primaire de disposer des équipements qu'il a besoin et des intrants qu'il a besoin. C'est l'industrie qui transforme la production du secteur primaire. C'est l'industrie qui va emballer. C'est l'industrie qui va donner le matériel pour pouvoir transformer. C'est l'industrie qui va aussi donner du service au secteur secondaire. Donc, si vous voulez, le plaidoyer, c'est que il nous faut une industrie, une souveraineté industrielle. Malheureusement, cette souveraineté est en train de reculer. Nous l'avons sur certains points. Sur d'autres points, la couverture industrielle de nos besoins, elle est trop faible. Dans l'énergie, dans les autres activités manufacturières. Et c'est là-bas que nous avons l'emploi. C'est-à-dire l'emploi, tout ce qu'on fait avec la main, on est tiré par l'industrie extractive. C'est bien, ça donne des devises, ça bouche la balance des paiements. D'accord? Mais le déficit budgétaire, c'est l'industrie manufacturière qui va créer des emplois, qui va te créer des impôts. Mais l'industrie extractive, elle va t'aider au niveau, c'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Les déficits de la balance des paiements, l'industrie extractive, mais que l'État, vous l'avez vu, 12% de croissance, mais l'économie réelle n'a cru que 3,5%. Donc qu'on puisse faire le plaidoyer pour que l'État soutienne l'industrie manufacturière, et c'est vraiment avec ça qu'on pourra rendre notre pays donc safe, à l'abri par rapport à tous les chocs qui peuvent venir, que ce soit les maladies, parce qu'on aura une industrie pharmaceutique, que ce soit l'alimentation, parce qu'on aura une industrie agroalimentaire, que ce soit les matériaux de construction, parce qu'on aura une industrie pour fabriquer du fer, fabriquer de la peinture, fabriquer des carreaux. Merci Président M. Gueye. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Bonne soirée. Merci M. Gueye. Merci.